Bonjour à tous. Je sais pas si on m'entend bien. Ouais, ok. Donc là, on est sur la table ronde pour parler des personnes queer et de la santé mentale. Donc on va commencer déjà par une petite présentation de chacun et chacune. Donc, si vous voulez commencer. Alors, moi, je suis Catherine Laurent Royaux. Je suis, alors, de formation, je suis psychologue. J'ai été longtemps coordinatrice de la Maison des Ados des Ardennes. Je suis maintenant à la retraite et j'ai été reprise sur un temps un peu limité pour coordonner un projet qu'on a appelé Honte et Fierté autour des questions LGBT que pouvaient nous poser les jeunes. On avait constaté qu'au niveau des Ardennes, il y avait très peu de choses, très peu de ressources pour les jeunes LGBT, qu'on était souvent obligé de les envoyer à Reims. Donc, on s'est dit qu'il y avait besoin de faire quelque chose. On a profité de l'association Ardennes Pride qui s'est mise en place il y a un peu plus d'un an, et puis de la préoccupation de la compagnie des mangeurs de ça, qui avait envie de travailler sur lui laisser travailler après. Et voilà, on est parti sur un projet avec l'idée de penser une mise en réseau des professionnels et faire des propositions pour les jeunes autour des questions LGBTQIA+, j'ai envie pas plus. Je m'appelle Guillaume Laurent et effectivement, j'avais contacté la Maison des Ados ainsi que d'autres acteurs pour recueillir des témoignages d'LGBT, des personnes LGBT dans les Ardennes, pour faire un projet de recherche et un projet, voilà, un constat 2025, enfin 2024 en l'occurrence, mais 15 ans après le mariage pour tous, etc., où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui se passe et faire vraiment l'idée au départ, c'était un projet de recherche, d'expérimentation artistique. Et en fait, effectivement, en rencontrant la Maison des Ados pour avoir des témoins, pour s'assurer que on est des gens qui puissent, parce qu'on est artiste, alors on aime bien aller titiller les choses, mais comment on récupère les gens et les interviewer, parce que c'était des interviews filmées, parce qu'il y avait un travail vidéo aussi, bref. Comment on est sécu et sécuritaire avec les gens qu'on interviewe et qui nous donnent, sécurisant aussi. Donc, c'était le point de départ de la rencontre et finalement, ça s'est transformé en un projet d'un an énorme avec 150 partenaires dans les Ardennes, un projet départemental et une création qui va exister. Alors moi, c'est Colette, je suis fondatrice et animatrice d'un groupe thérapère de réduction des risques et d'accompagnement psychosocial à destination des personnes trans qui s'appelle Tarasque, et je suis également militante à l'organisation Solidarité de Femmes. Je fais partie de l'association La Voix des Gays, qui est une association féministe et LGBT, enfin, de queer même. Voilà, je suis une personne non-binaire, une petite question. Moi, du coup, je m'appelle Caroline, je suis en troisième année d'études en psychologie, et du coup, je suis là parce que je suis intervenante LGBT, parce que je suis pour. Merci à tous et tous. Donc, une première partie, on va un peu définir en fait la thématique d'aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser donc échanger là-dessus. Pour vous, c'est quoi finalement être queer? Quelle définition vous mettez à ce mot? Déjà, queer, pour moi, c'est politique. LGBT. Il y a une notion de se réapproprier les insultes LGBT. Il y a aussi le fait de lutter activement contre les oppressions cachent systémiquement des personnes LGBT. Et là, c'est un petit peu mes queer. Je ne sais pas si vous voulez parler. Rebondir sur ce que tu dis, être queer pour moi, c'est pas seulement ne pas être cis ou ne pas être hétéro, oui, c'est aussi s'approprier une forme d'identité, faire partie d'une communauté, peut-être d'une nouvelle famille en quelque sorte, même si ça apporte son lot de nouvelles normes. Moi, c'est complètement débarrassé de normes hégémoniques si c'est hétérosexuel. D'ailleurs, si vous avez besoin de définition, on peut s'arrêter, pas de souci. Peut-être exprimer assez rapidement, utiliser des mots compliqués, il n'y a pas de problème. Du coup, ouais, ça s'oppose selon moi à la norme hégémonique si c'est hétérosexuel et patriarcal. Et de fait, oui, pour moi, c'est une étiquette qui est également politique. Il y a aussi
Queer, ça veut pas dire forcément des personnes qui s'entendent, ça veut pas forcément dire des personnes qui vont main dans la main. C'est une communauté à part entière avec en interne également ces dissensions. En tout cas, pour moi, c'est une étiquette réellement politique. Alors pour moi, le terme queer, je l'utilise pas, en fait. Et j'ai l'impression que quand on est dans la communauté, on n'a pas tendance à l'utiliser. Et je ne saurais pas même vraiment le définir en soi. Pareil, j'utilise plus le terme juste communauté LGBT, parce que ça regroupe déjà une bonne partie de tout. Donc, Moi, ça va justement au-delà d'identification à un genre, au-delà d'une préférence sexuelle. En fait. Ça va bien au-delà. Et parler uniquement de la communauté LGBT, c'est uniquement en référant à ça. L'aspect plus queer, c'est un aspect réellement communautaire. En aspect culturel. Ouais, culturel. C'est pour ça que je parlais de normes. Moi, je ne l'utilise pas beaucoup non plus. Et je pense, enfin, moi, dans ma démarche et dans mon travail, euh, j'aime ouvrir et ne pas aller. Alors, attention, ça ne vous dit pas qu'on ne va pas à la rencontre de l'autre, mais j'aime aller à la rencontre de l'autre et enlever les étiquettes. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont comme ils sont et comment. Et je suis artiste de rue, donc c'est-à-dire que je m'adresse à. Et je dois. Et le sens de mon travail, c'est que tout le monde puisse entendre, accepter, voir, si c'est possible, aimer mon travail. Donc à partir de ce moment-là, comment on arrive à choquer, comment on arrive à changer des idées, comment on arrive à faire trouver des choses belles à tout le monde. Donc, enfin, cette question de est-ce qu'on se rajoute des étiquettes ou, enfin, moi, je suis plutôt dans cette idée d'homme et d'humanité d'ailleurs, et d'humanité qui vit ensemble et qui vit bien ensemble. Moi, je suis plein de choses sur la communauté par rapport aux jeunes qui se cherchent. Pour moi, les communautés sont très importantes parce que les adolescents, ils ont besoin de se reconnaître. Mais à un moment, la communauté, pour parler vite, elle devient sclérosante. Il n'y a que ça. Donc la question que nous, on pouvait avoir, c'est comment on peut avoir à la Maison des ados, c'est comment on peut proposer aux jeunes d'avoir accès à des communautés, c'est-à-dire de se reconnaître, d'essayer de trouver qui ils sont, mais aussi d'aller vers les autres. Donc de ne pas faire une ligne fermée, ou ne pas leur donner, mais leur permettre qu'il y ait des ponts et qu'ils aillent. Moi, c'est parce que quand on dit communauté, souvent, alors c'est certainement un stéréotype qu'on a intégré, bah, ça peut paraître un peu fermé. Et certains ados nous disent qu'ils ne s'y retrouvent pas non plus. Et je pense que c'est important qu'il y ait des communautés, mais c'est important aussi qu'il y ait des ponts entre les communautés, que ça circule. Et du coup, ce que vous dites, ça va avec la question un peu suivante. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on se définit ou non queer? Justement, pour moi, l'idée que la communauté, ce serait le communautarisme, pour moi, c'est uniquement une dérive sémantique, en fait. Quand on parle de communauté, c'est simplement qu'on a des codes, des normes. Les communautés, elles existent partout. Quand il y a des communautés cis hétérosexuelles, il y a une communauté queer. C'est aussi bête que ça. Et en fait, simplement, le rapport qui nous définit en contradiction avec la norme hégémonique cis hétérosexuelle, c'est simplement le fait qu'on a une expérience minoritaire. Et c'est ce qui nous définit en tant que communauté queer. Et si on se définit comme queer, c'est aussi parce que, justement, je ne me définis pas comme une personne qui ferme ses horizons, mais uniquement si on réfléchit en termes communautaires, en termes d'étiquette. Ça nous permet de pouvoir militer pour des droits. Parce que moi, ce qui me motive en tant que personne, surtout dans la lutte pour les personnes trans, c'est l'accès aux droits. Et donc, si on n'a pas cette étiquette, si on n'arrive pas à créer des liens communautaires, on n'arrive pas à se former politiquement en tant qu'entité qui va pouvoir les conquérir. En tant que. En fait, personnellement, il y a eu un avant-après l'utilisation du mot. Avant, je ne l'utilisais pas parce que je ne le comprenais pas et j'avais l'impression que c'était un peu une. Et finalement, plus je m'engageais dans le militantisme, particulièrement féministe, plus aussi je découvrais ma propre identité de genre.
Donc, en étant une personne non binaire, on n'est pas vraiment dans les cases. Moi-même, je ne sais pas vraiment dans quelle case je vais mettre de toute façon. Et le terme queer, il est parfait pour ça, en fait. Parce qu'on n'a pas besoin d'expliciter une étiquette. On est queer, on sait qu'on fait partie de la communauté LGBT, pas besoin de rentrer plus dans les détails, on se concentre sur autre chose. Sur comment on fait communauté, comment on cultive notre culture, comment on cultive nos idéologies politiques et comment on s'organise pour communauté. Pour moi, il y a vraiment un côté politique, faire ensemble, même du coup culturel aussi. Il y a aussi dans l'utilisation du mot LGBT. Hein. Je pense que c'est surtout un choix d'une étiquette qui englobe tout. Les autres, cette question. Ça a été très bien expliqué, je trouve. En fait, maintenant qu'on a un peu défini, expliquez-vous comment vous vous positionnez vis-à-vis de ce terme. Il y a une question qui est assez importante, une partie un peu essentielle et qui concerne plein de monde, c'est la question du déni et de l'acceptation finalement de sa personne. Pour vous, comment on passe en fait de l'un à l'autre? Comment on accepte cette partie de soi? Pour moi, bah, c'est dans la question, on a l'impression de comment on tourne la page. C'est hyper rapide. Pour moi, c'est un cheminement. En fait, c'est comment. Moi, je suis persuadé que tu le sais depuis toujours, mais qu'est-ce que toi, quelle barrière tu te mets, quelle barrière te met ton entourage, ou tu penses que ton entourage te met des barrières aussi, comment la société, et comment le fait de ne pas parler, parce que, et ça c'est, je rejoins ce que vous dites complètement, homosexualité égale sexualité pour ma part. Et donc, ben non, en fait, il y a aussi, enfin, il y a plein d'autres choses. Bon, l'homosexualité, finalement, il y a de l'amour, des engueulades, enfin, la vie normale. Et donc, ben, je sais plus, je me suis perdu. Il y a des liens sociaux communautaires au sein de la famille. Oui, mais même enfin, en fait, voilà, c'est-à-dire que dans dans une relation homosexuelle, pourquoi sexuelle? En fait, peut être amoureux de ma part d'un homme et ne pas avoir de relation ou en avoir, et ça ne se résume pas. En fait, dans l'image sociétale, homosexuel égale cul. Pas forcément, ou pas uniquement, mais merci. Je pense que c'est un peu propre à chacun, chacune en réalité, dans cette question-là. Parce que je pense que ça dépend vraiment de l'entourage et de la socialisation pendant l'enfance. Enfin, par exemple, moi, j'ai une famille où ça n'a jamais été un sujet, ça n'a jamais été un problème, ça n'a jamais été un tabou. J'ai grandi en voyant les personnes LGBT autour de moi. Et du coup, ça a été beaucoup plus facile pour moi de l'accepter. C'était même pas une question. C'est l'homophobie à l'école qui m'a fait prendre conscience que c'était une question, en fait. Ouais, je pense que ça dépend vraiment des gens quand il y a de l'homophobie à la maison. On n'a pas conscience non plus de la même manière. Moi, c'était un peu le chemin inverse, c'est que j'ai toujours connu l'homophobie, la transphobie à la maison. Et justement, c'est en entrant en contact avec des personnes qui ont justement été manifestement ouvertement queer. Enfin, j'ai eu comment dire, un petit peu le syndrome de la meilleure amie lesbienne toute ma vie. Et au final, je pense que ce qui permet de sortir de ce déni, parce que c'est réellement un déni que j'ai vécu jusqu'à mes 30 ans environ. Enfin, avant ça, je me définissais comme non-binaire, mais j'ai entamé une transition à 30 ans. Ce qui m'a permis de sortir de ce déni, justement, c'était de voir les liens communautaires qui peuvent exister chez les femmes trans, chez les femmes transbiennes spécifiquement, et de voir qu'en réalité, il y a un horizon souhaitable par la transition. Parce que j'ai vécu... en fait, ce déni, c'est aussi une violence quotidienne. Et de ne pas se voir vivre au-delà de quelques jours dans un corps qui ne nous convient pas, dans une sexualité qui ne nous convient pas, dans des rapports sociaux qui ne nous conviennent pas. Voir un horizon souhaitable débarrassé de normes cis-hétéronormées, du patriarcat aussi d'une certaine manière, de pouvoir me projeter dans le corps d'une femme transbienne et de pouvoir exister en voyant d'autres femmes qui le vivent également. C'est quelque chose qui m'a vraiment libéré, en fait, qui m'a permis de sortir de ce déni et de pouvoir entamer une transition de genre en un claquement de doigts, presque. C'était une prise de conscience
subite, vraiment comme c'était comme être foudroyé. Donc ça, c'est comme ça que j'ai vécu. Après, pour d'autres personnes, c'est peut-être plus graduel. Trans, c'est trans et lesbienne. Alors, du coup, moi, j'ai un peu un entre-deux. J'ai pas vécu avec l'homophobie, ni rien dans ma famille, mais c'était pas un sujet non plus, on l'abordait pas. Et du coup, ça a été après, quand quelques amis à moi ont commencé à faire leur coming out, que j'ai réfléchi du coup à ce que c'était la sexualité, et que je me suis rendu compte que j'étais pas hétéro non plus. Et donc, c'est vrai que du coup, l'entourage, c'est très important, mais il n'y a pas que la famille, il y a aussi du coup, les amis qu'on a, même du coup l'école, etc. Qui permet de faire un coming out et qu'on soit plus tranquille. Justement, ça fait la transition avec la partie d'acheter. Pour vous, c'est quoi un coming out? Comment ça se passe? Pourquoi en faire? Pourquoi ne pas en faire? Et quelle place ça a dans vos vies? Ça devrait ne pas exister. On ne devrait pas avoir un seulement qui en a besoin, qui pas plus que les personnes cis hétérosexuelles le font. Après, je pense que c'est propre à chacun et chacune, ça dépend de social, ça dépend de l'entourage familial, ça dépend de l'entourage de l'école. Moi, je sais que j'ai décidé de faire mon coming out quand je suis arrivée au lycée, parce que j'étais dans un établissement privé catholique particulièrement difficile quand j'étais au collège, et j'ai particulièrement vécu les Covid, d'autant plus que c'était la période de pour tous. Et je me suis dit que c'était le moment, il fallait que je me dise, en fait, fallait que ça sorte, il fallait que je m'assume. Je n'ai pas le plus souvent, mais en fait, l'année verbalisée, au lycée, je me suis sentie bien entourée, et c'était le moment de le dire. Donc ça, c'était pour ma bisexualité. J'en ai fait plusieurs des coming parce que la binarité, que ce soit de l'orientation sexuelle ou du genre, c'était ancré dans la société, en fait. Et moi, je ne me connaissais pas dans ce genre-là. Il y a des débats entre bisexuels et pansexuels, par exemple. Pour moi, c'est la même chose, c'est pour ça que j'utilise bisexuel. Mais du coup, là, il y avait plein de normes qui sont mises en travers de mon chemin, en fait, et qui ont fait que je me suis sentie forcée de faire plusieurs coming out. Et même s'ils se sont bien passés, c'était difficile quand même. Est-ce que aujourd'hui tu considères que tu fais coming out? Non, aujourd'hui, je fais plus de coming out. Tu me dis si tu as envie de le dire, mais ce n'est pas. Je le dis dans une conversation, aujourd'hui, j'ai une autre. Du coup, je pense un peu pareil. Dans un monde idéal, on n'aurait pas forcément besoin de le faire. Mais du coup, là, c'est plus facile de le faire pour les familles, etc. pour pas créer justement le drame quand la personne arrive. J'ai préféré le faire comme ça. C'était avant. C'est moi toute seule avec mes parents. Et je mettais bien une autre personne d'abord. Je n'ai pas utilisé le terme problème, mais c'est le seul qui me vient. Enfin, dans la situation, quoi. C'était moi, mes parents, c'était tout. Non, Christine, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à... Moi, j'ai envie, ce que je pourrais dire, c'est que la question qui se pose, c'est comment un jeune, quel qu'il soit, peut dire qui il est. Parce que, moi, j'ai dans mes souvenirs des témoignages de jeunes qui n'étaient pas forcément homo, qui n'étaient pas forcément, enfin, qui n'avaient pas une question LGBT, j'ai envie de dire, et pour pouvoir dire qui ils sont, c'était quelque chose de terrible. Dire qui ils sont à leurs parents. Parce qu'il y a des familles où c'est très serré, la marge de manœuvre, par exemple. Mais non, mais. Et donc, c'est vraiment une question au sens large. Quand je vous entends dire on ne devrait pas avoir à faire de coming out, moi je dis que sociétalement, on devrait poser la question de comment on permet aux jeunes de dire qui ils sont. Ça serait une ouverture. On en est loin, hein, mais. Après, on a tous des stéréotypes dont on sait, comment dire, apprendre parce que la société les transmet et que il y a des fois, moi j'ai entendu par exemple des parents dire des choses extrêmement bienveillantes par rapport à leur enfant, quelle que soit la problématique, hein, et l'enfant qui le prenait très mal parce que il y a ce qu'on fait passer par les mots et il y a ce qui s'infiltre de manière beaucoup plus insidieuse.
Après, je pense que ce qui est bienveillant pour un parent, si c'est hétérosexuel, c'est pas forcément quelque chose qui est vu comme bienveillant par les enfants queer. Je pense par exemple à des choses que mes parents n'ont pas pu me dire. Oui, à peu près. C'est un sujet, je vais pas par la de mes traumas ici. Mais pour revenir par rapport au coming out, bon là c'est le moment où il faudra peut-être m'arrêter parce que je vais partir peut-être sur des élucubrations intellectualisantes, mais pour moi le coming out c'est une stratégie au même titre que le placard. C'est en fait quand on existe en tant que personne queer, on est toujours en train de stratégiser ses rapports sociaux. Et d'une certaine manière, le coming out on le fait uniquement quand on est persuadé que ça peut nous mettre en sécurité d'une certaine manière, pour qu'on n'aura plus besoin de mettre en place d'autres stratégies d'évitement, par exemple. Je pense, il y a un podcast très intéressant de MetaChoc qui était fait sur le coming out au travail, le fait d'être homosexuel au travail. Et le fait de, par exemple, mentir par omission ou d'éviter de mentionner qu'on a un partenaire du même sexe. Tout ça, c'est des stratégies d'évitement. Le coming out, c'est une autre stratégie selon moi. C'est quand on se sent assez à l'aise, on fait une sorte d'effet d'annonce pour faire passer le fait que par la suite, on arrêtera de le cacher. Et de fait, dans le milieu queer, on n'a pas besoin de faire le coming out. C'est quelque chose qui est factuel. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours été au sein de ma famille, j'ai eu à faire un coming out, par exemple, avec mes groupes d'amis, c'est pas nécessaire. Avec mes groupes d'amis, c'était plus, oh, soyez pas surpris, je vais venir habiller d'une manière différente. Et à partir de là, j'étais out. Avec ma famille, ça a été plus de l'ordre de l'explication rationnelle, avec des échanges parfois un peu tendus, des larmes, enfin, tout ce qu'on peut imaginer du coming out, comme on l'entend communément. Mais de fait, dans d'autres rapports sociaux, ça se passe pas de la même manière. Guillaume, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non. Ok. Ok, bah, merci, merci à tous. Donc, finalement, aujourd'hui, on s'en doute, il y a des violences importantes qui sont, auxquelles sont confrontées les personnes queer. Parmi celles-ci, on avait échangé un peu sur quelques thématiques. Il y a et du coup, tu en parlais, Colette, le milieu professionnel et les violences dans le milieu professionnel. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ces questions-là? Alors, pour les personnes homosexuelles, je pense qu'il y a énormément de violences qui sont très insidieuses. En ce qui concerne les personnes trans, les violences sont quand même immatérielles, mais de manière plus générale, les personnes trans sont en une grande majorité exclues du milieu professionnel. Ça va beaucoup plus vite. Donc, est-ce qu'on se considère que c'est une violence déjà? À titre personnel, j'ai pas de travail, j'ai pas eu de travail pendant des années. Du coup, dans le milieu... Et du coup, au fait que tu sois trans. C'est compliqué, mais pour moi, ça en fait partie. Ouais. En tout cas, justement, je préfère me prémunir des violences que je pourrais subir dans le milieu professionnel. En particulier, le fait de devoir être dans un coming out permanent. C'est pour ça que je encore. Après, les violences, je pense qu'elles dépendent. Il y a un degré quand même. Il y a les différences de degré. Je sais que moi, quand je sais que je suis perçu comme trans, ce qui me fait peur, c'est d'être tué. Dans d'autres contextes, ça peut être peur des violences verbales, comme j'ai pu le subir au début de ma transition. Aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle un passing. Donc, dans la rue, les gens se disent pas c'est une femme trans, les gens se disent c'est une femme, souvent. Donc là, ça me permet d'éviter les violences. Bon, c'est un autre dos, c'est pour les violences patriarcales, c'est pour les violences sexistes et sexuelles, bien évidemment. Bon, j'aime bien raconter cette anecdote, mais la première fois qu'on m'a traité de salope, ça fait bizarre. Mais, du coup, la violence de rue, c'est une chose, mais encore plus pernicieux, il y a les violences intrafamiliales, les violences au sein du couple, y compris dans les relations queer, ce sont des choses qui existent. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai eu une situation d'agression sexuelle entre 2 personnes, entre 2 femmes trans. Donc, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Tous rapports sociaux apportent de violence, et non, c'est pas exclu, mais je pense que la verve et la violence auxquelles on fait face sont quand même démesurées par rapport aux rapports sociaux que peuvent entretenir les hommes cis-hétéros, bien évidemment, en particulier les violences, sont quand même moins concernés par les violences du quotidien. Non, en tout cas, oui, ça peut aller des insultes à l'assassinat. C'est des choses, malheureusement, c'est difficile, voilà, c'est assez. Au niveau professionnel, les violences, est-ce qui veulent parler de leur expérience Ah, ben, ouais, on pourrait imaginer que dans la culture
c'est cool. Ben, en fait, non, parce que dans toute société, il y a des gros cons partout. École de cirque, t'as cours de 8 à 9 à Chambéry, tu cours dans la montagne, tu reviens en mois de novembre, t'es crotté, tu reviens, et la demi-heure d'après, t'as cours de danse classique, donc tu dois être nickel, et donc douche, donc gros problème. Parce qu'il y a les gros acrobates hétéronormés, machin, douche collective, et les homos de l'école, comment font-ils? Ben, ils attendent, soit ils se déclarent homosexuels, et auquel cas ils attendent assis sur la chaise à l'entrée des douches que les hommes acrobates musclés, beaux et forts sortent, etc. Et qu'ils arrivent et qu'ils se fassent exploser en cours de danse parce qu'ils sont en retard et qu'ils se prennent 10 pompes par minute de retard, ou tu dis rien, et tu quittes, et tu prends pas de pompe. Et tu fermes ta gueule dans une douche. Ça, c'est un sujet vraiment très, très intéressant, c'est bien que tu en parles. C'est la question de l'espace, quand on est une personne trans, une personne queer. Moi, je sais que, par exemple, en tant que femme trans, il y a toujours cette angoisse des toilettes, des vestiaires, de devoir utiliser les espaces communs. Je sais qu'il y a une semaine, par exemple, il y a un tweet qui a été publié sur le fait, c'était une Canadienne qui disait, il y a une femme trans dans les vestiaires, j'ai vu tout son paquet, c'est pas normal qu'on partage l'espace alors que c'était une salle 100% féminine. Et du coup, cette question du partage de l'espace est assez intéressante. Bon, en l'occurrence, je me demande ce que faisait la fille à regarder le paquet. Oui, c'est pas le sujet. Et en fait, ça en dit plus souvent sur les gens qui commettent les violences que sur les personnes concernées, en fait. Parce que j'imagine que quand j'ai qu'une personne homosexuelle, avoir peur qu'il se passe quelque chose, ça en dit plus sur soi que sur la personne en face. C'est aussi un problème qui est très important pour les jeunes qui sont encore dans scolarité, parce que ça, on en entend beaucoup. C'est les jeunes qui n'ont pas encore compris qui ils étaient, qui sont en questionnement et qui se retrouvent dans un vestiaire, dans une douche, à la piscine, et qui ne savent plus où ils sont ni qui ils sont. Donc ça, c'est vraiment quelque chose mais qui est complètement... Enfin, pourtant, il y a des textes dans l'éducation nationale, ils ont de magnifiques textes, mais c'est complètement passé sous silence. C'est des espaces complètement normés dans lesquels on met les gens selon leur apparence, selon ce qui est... Comme ça a toujours été comme ça, et on se pose pas de questions. Et puis il y a des logiques un petit peu d'enfermement, en fait, de devoir partager l'espace avec des gens qui n'ont pas choisi d'être là. Et peut-être que ça peut mener énormément de violence. C'est pour ça que l'école, c'est aussi un gros noyau de violence qu'on subit, de traumatisme pour les personnes queer d'une manière générale. C'est un petit peu le premier rapport à la société au sens large aussi. Ça s'expose à beaucoup de choses. Et le partage de l'espace, c'est intéressant, comme il y a un partage de l'espace qui est genré aussi. On n'appréhende pas l'espace de la même manière quand on est une femme que quand on est un homme. Par exemple, la rue, tout simplement la rue, on ne va pas marcher de la même manière sur les mêmes trottoirs selon qu'on est un homme ou une femme. On peut déjà aller là. Là, j'avais envie de parler d'un point qui, je pense, ne concerne pas que moi. Donc, en étant une personne non-binaire qui ne fait pas de transition musicale, je me retrouve face au choix, en fait, de ne sais pas. Parce que si je ne dis pas, ça se sait pas. De toute façon, une personne non-binaire, tant qu'elle ne l'a pas dit, on ne peut pas le sortir. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas le dire dans mes lieux professionnels, ni même de le dire par rapport à ma sexualité. J'ai la chance, entre guillemets, d'être en couple hétérosexuel aujourd'hui. Et je profite de ça pour rester dans le placard, dans le milieu professionnel. J'évite comme ça les violences. Alors, je les entends, mais elles ne sont pas directement tournées vers moi, puisque les gens ne le savent pas. Pour moi, c'est une autre forme de violence, parce que oui, il n'y a pas de violence physique. Oui, la violence verbale, elle n'est pas tournée directement vers moi. Mais les gens, ils ne savent pas ce qu'ils disent devant moi. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent se permettre de dire devant moi, parce qu'ils ne savent pas. Et c'est particulier, parce que peut-être chaque jour dans la sphère professionnelle, je me pose la question de est-ce que j'ai fait le bon choix en fait, de ne pas le dire. Et maintenant, j'ai peur de le dire parce que y a des gens qui me connaissent et qui ne fassent pas ça chez moi en fait. Et toi, du coup, dans cette situation-là, est-ce que tu dis des choses ou tu laisses couler quand tu entends des propos qui ne te plaisent pas? Ça dépend des situations, ça dépend des personnes que j'ai en face. Si je pense que la personne, il y a moyen qu'elle change, je vais lui dire. S'il y a moyen, si je pense que c'est mort,
Et puis, je vais me protéger, quoi. C'est ce que je fais en permanence au travail, je me protège pour être sûre de pas moi-même subir les violences. Et je profite du fait que je suis un couple hétérosexuel, en apparence, du coup, de parasite hétérosexuel, pour me cacher, me préserver, en fait. Mais du coup, en même temps, je suis pas vraiment moi-même, quoi. J'ai pas compris sur le fait que bah, sur le milieu professionnel, je suis encore en études, donc ça me concerne pas vraiment. Mais juste sur les violences, bah, du coup, moi, ça va être surtout bah, quand je balade avec ma copine. Bah, du coup, je vais avoir quelques insultes dans la rue, c'est très rare. Ça m'est arrivé, je crois, que une ou deux fois en 10 mois de relation. Mais ça arrive quand même. Et généralement, dans la rue, ben, on laisse couler parce qu'on ne sait pas qui est la personne. Ok. Et du coup, on parlait un peu de cet aspect d'espace. On pourrait s'attendre à ce que dans la communauté justement queer, il n'y ait pas forcément ces violences-là, ce n'est pas forcément le cas. Donc vous, comment vous parleriez des violences dans ce milieu queer? Je pense que déjà, elles existent. C'est important de le dire. Est-ce qu'elles sont similaires? Moi, je pense qu'il y a des relents de normes hétéropatriarcales. Je pense que c'est du sexisme, de l'homophobie, etc., intériorisé. Je pense qu'on peut travailler dessus, mais je pense que c'est aussi important qu'on en parle véritablement. Moi, j'ai été victime de violences dans le couple lesbien, et j'aurais aimé qu'on m'écoute. J'aurais aimé avoir l'espace d'en parler. Et aujourd'hui, je suis capable de le dire parce que ça fait longtemps et qu'on en parle un petit peu. Mais à l'époque, personne n'en parle. Et ouais, je pense qu'il faut qu'on en parle encore plus. Et oui, elles existent. Oui, il y a des dynamiques particulières. Justement, c'est bien particulière. Moi, ce que je trouve particulièrement pernicieux dans les violences intracommunautaires, c'est particulièrement le fait qu'on a cette attente que ce soit un milieu safe, qu'il soit un milieu dans lequel on n'expérimente pas la violence, ou en tout cas dans lequel toutes les personnes ont subi des violences et donc on n'a pas forcément envie de les faire subir à d'autres personnes. Mais en réalité, c'est une question de faux semblant, en fait, et que n'importe qui est capable de violence. Et que si on n'essaie pas de questionner les rapports de domination qui peuvent exister entre deux personnes, on se retrouve dans des situations où il peut y avoir des abus, il peut y avoir des violences. Donc, il faut être particulièrement vigilant et vigilante à cet égard. Donc, au sein des violences intracommunautaires, oui, il y a beaucoup d'enjeux de violences sexuelles, de rapports de domination souvent très, très toxiques. La question des écarts d'âge, par exemple, ce genre de choses, c'est une chose qui arrive régulièrement. C'est des choses qu'il faut examiner, des choses dont il faut parler collectivement. Je pense que c'est sans commune mesure avec les violences qu'on peut retrouver dans le couple hétérosexuel, par exemple. Ce sont des choses qui existent. Et vous avez d'autres choses à ajouter? Je pense que dès qu'on est en société et entre êtres humains, rien n'est parfait. Même, c'est-à-dire de manière involontaire, on peut déjà être maladroit et violent sans le vouloir. Déjà. Et il faut en avoir conscience pour pouvoir récupérer après. Donc, je pense que ouais, c'est à la fois dramatique parce que comment faire? Je ne vois pas de solution possible, facile, hormis en parler, hormis, voilà. Mais, ouais, je parle de violence light, pas de coups dans la gueule. Pas acceptable. Parce que Justement, cette violence-là, du coup, là, on peut aborder la question des insultes. Est-ce que vous avez des choses à dire sur les insultes et par rapport justement à ce que vous mettez en place? alors, l'insulte PD, pour le coup, c'est le point de départ de la création et du recueil de paroles qu'on a mis en place l'année dernière. Et pourquoi cette insulte? Parce que c'est pas un choix, on choisirait pas de s'en prendre autant dans la gueule. Si, donc, et alors qu'il y a plein d'autres insultes raciales, peu importe, religieuses, des habitudes ou quoi que ce soit, peu importe, qu'on n'utilise plus. C'est-à-dire, enfin, tu vois, héritage, je n'entends plus. Enfin, il y a plein d'insultes que j'entends plus. En revanche, intervient dans un collège ou dans un lycée, PD, mais
tu l'entends 40 fois et encore aujourd'hui, tu traverses une cour d'école, tu vois, as des frissons dans le dos, tu te dis, mais pas possible. Et c'était le point de départ de ce projet. Et c'est aberrant, c'est encore pire que ce que j'imaginais quand tu écoutes les jeux. Les autres sur ces insultes un peu. Par rapport au terme PD, je pense que c'est pas tellement une insulte sur l'orientation sexuelle de la personne, mais plutôt une façon de féminiser, surtout les hommes. Mais en fait, moi, je suis bien placé pour ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pour ça que je me qualifie comme PD, j'ai aucun problème avec ça. Mais le fait que moi, enfin, on pratique beaucoup dans la communauté queer l'inversion du stigmate, donc ça fait PD, doudou, etc. Ça, c'est des choses qu'on récupère. C'est des choses qui sont un petit peu empouvoirantes quand même, de pouvoir s'autodéfinir comme ça. Et que les insultes qu'on nous envoie nous rebondissent dessus, en fait. Ouais. Je pense que l'utilisation de PD, surtout dans les cours d'école, ça découle surtout de la misogynie plus que de l'homophobie, je pense. Et, de fait, l'usage de l'insulte existe encore, bien évidemment, de la part d'autres personnes. Ça, les communautés queer, en tout cas, c'est difficile de s'insulter. C'est pas comment s'insulter. Ou alors, on essaie justement d'inverser le d'autres stigmates. Enfin, ça m'est arrivé d'insulter des gens de flics, par exemple. En l'occurrence, pour des personnes dans la norme cis-hétéro, ce serait pas une insulte. Bon. Alors que PD, par contre, c'est valorisant. Mais de fait, oui, après, les insultes qui peuvent exister à l'égard des personnes trans. Je sais que, par exemple, il y a pas forcément d'insultes à l'égard des hommes. Je sais qu'il y a des insultes à l'égard des femmes trans, par exemple, on traiter de trab, trablo, et encore même le mot trab, c'est même pas une insulte dans la bouche de plein de gens. Trab, maintenant, c'est un terme qui vient de la pornographie et qui désigne en fait les femmes trans qui n'ont pas eu d'opération de réassignation sexuelle. Et donc, il arrive, par exemple, que sur des applis de rencontre, en particulier les femmes trans hétérosexuelles qui recherchent des hommes, donc, on leur pose la question, t'es opéré ou t'es trab? Donc ça, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement, clairement, dans le domaine de l'insulte, qui est vécu de façon assez violente quand même par les femmes. Moi, je sais que si on fait le travail, je comprends pas très bien, mais après, il y a tas de façons d'être végétal avec moi qui passe par autre chose que l'insulte, comme le mégenrage, le dead naming, tout ça. Le mégenrage, c'est me dire que je suis un homme, pour moi. Et le dead name, c'est utiliser le prénom qui m'a été signé. Donc pas le prénom que j'utilise. Désolé, je suis encore pas. Non, est-ce que vous allez vous ajouter sur la question de l'insulte? Après, l'insulte, je pense qu'elle peut être aussi elle peut faire partie permet à un jeune de savoir qui il est. Et que là, l'insulte, elle peut vraiment à un certain moment faire barrage comment dire, et l'amener à aller vers le déni, c'est-à-dire ça, c'est pas moi. Et là, je pense que pour les très jeunes, les insultes, moi, les insultes, ça ne m'atteint plus. Peut-être, moi, je me disais, en tant que accueillant, puisqu'on s'appelle comme ça à la maison des ados, euh, c'est peut-être aider ces jeunes à pas accepter les insultes, mais à s'en protéger. C'est-à-dire quel chemin moi je peux trouver pour que l'insulte ne me touche pas et ne me détruise pas. Je crois que ça c'est important. Justement, c'est pour ça qu'on avertit le stigmate. Oui, je vois de télé. Ça m'a Non, mais tu vois, si t'as là, mais pareil, aujourd'hui, on est là. Ouais. Mais t'as 12 ans. Enfin, tu vois, alors t'as entendu un truc, mais même dans un repas de famille Ah oui. débile, et tu te dis, oh, ah merde, je crois que derrière, dans la cour d'école, tous les jours, 15 fois par jour, avec un côté négatif, eh ben, on en arrive, on saute par la fenêtre, et puis bon. Toi, comment on l'a subi avec je suppose. Ben, c'est ça, mais évidemment. les insultes ou les silences d'ailleurs. Non, mais les deux vont mal enfin, sont toujours ensemble, mais vont très mal ensemble, évidemment. Et du coup, vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Quels sont les accompagnements? Est-ce que vous pouvez parler des accompagnements qui existent justement pour accompagner les jeunes ou les moins jeunes du coup, qui sont queer?
Quand je parlais tout à l'heure d'horizon désirable, je pense que la représentation, c'est quelque chose qui est très important. Mais pas forcément la représentation comme on l'imagine, peut-être dans les séries, les films, voilà, etc. Ça va favoriser l'inclusion sociale des personnes queer. Je pense que par exemple, avoir une enseignante ou un enseignant en France, c'est quelque chose qui peut énormément développer un rapport empathique avec la communauté. De la même manière que je pense que des professeurs, des fonctionnaires, des gens au travail ne devraient pas avoir peur d'afficher leur homosexualité ou leur identité de genre. Ce soit pas si normal. Donc je pense que oui, il faut opérer un mouvement d'ouverture pour que justement il n'y ait pas des jeunes comme moi qui attendent leurs 30 ans avant que ce sont des femmes trans. Et, je pense que si j'avais eu cet horizon plus tôt dans ma vie, ma vie aurait été totalement différente. Et du coup, ouais, je pense que peut-être que c'est par Moi, je crois que c'est important de proposer des modèles d'identification très variés. Et dans le cadre du projet qu'on mène sur les Ardennes, on a mis en place des groupes de travail de professionnels, mais avec des témoins. Hein, il y avait des témoins qui avaient participé soit au spectacle, soit au recueil de paroles, soit au groupe témoin aussi qu'on a mis en place par rapport au spectacle. Et ce qu'on se disait, c'est que c'est important d'ouvrir aussi le champ de vision des professionnels qui reçoivent les jeunes. Parce que vraiment, on avait mis en place 3 groupes avec des thématiques différentes et sur 3 séances. Et ça a permis à des gens de réfléchir, de se poser des questions et finalement, on a pu avoir une évaluation des besoins de ces professionnels assez fine et qui nous ont permis aussi, qui leur ont permis aussi de dire que eux, il y avait des choses qu'ils n'osaient pas faire parce qu'il y avait de la méconnaissance et c'était de la peur aussi, de la peur de l'autre différent et qu'on a vraiment un travail à faire d'intégration. Donc, la peur de mal faire, ne je fais pas. Voilà. Aussi. Du coup, je me C'est tais. pas forcément négatif, c'est pour pas faire pire, je fais rien. Je dis rien. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des séances d'éducation à la vie affective sur des relationnels qui ne parlent pas des personnes LGBT, voire qui ne sont pas du tout faites. En fait, disant que c'est obligatoire en France, alors c'est pas fait. Et en plus de ça, on ne parle pas souvent des personnes. Après, nous, l'expérience, on est allé frapper à la porte d'un très grand nombre de professionnels. Ça va être extrêmement compliqué avec l'éducation nationale. Parce qu'on nous a dit, clairement, vous allez soulever un tabou et vous allez avoir toutes les associations parents vigilants qui vont venir presque vous tuer. Tu disais tout à l'heure, moi, ça va jusque-là, la peur, mais c'était une intimidation. Ça nous a révolté parce qu'on n'avait pas envie de ça. Et là, on a quelques personnes de l'éducation nationale qui nous ont rejoints, mais on a besoin de cette sensibilisation au rôle de genre, etc. Et là, pour le coup, c'est du lobbying politique, en fait. C'est les associations pour le dénom, hein. C'est le syndicat de la famille, anciennement la Manif pour tous. Ce sont des gens qui font des efforts de lobbying très importants pour empêcher l'éducation nationale de faire cette sensibilisation. Parce que les travailleurs de la base ont besoin d'accéder à ces représentations beaucoup plus ouvertes, etc. Hein. Est-ce que du coup, vous avez des choses précises que, là, pour les parler, ou par exemple, peut-être je me dis parler pour l'accompagnement des personnes trans, tout ça. Si tu veux en parler. Alors oui, il y a énormément de choses à dire. C'est que pour l'accompagnement des personnes trans, en fait, on a peut-être l'impression que c'est facile aujourd'hui qu'il y ait un accompagnement social, un accompagnement au niveau de la santé, mais c'est pas vrai en fait. C'est encore fortement conditionné à beaucoup de cases à cocher. Il y a encore des associations, pas des institutions médicales, mais des associations de médecins qui ont encore une mainmise sur les protocoles de prise en charge des personnes trans. Et donc là, on tombe encore dans les travers d'il y a plusieurs décennies. La psychiatrisation est normalement formellement interdite désormais, donc on n'a plus besoin de consulter un psychiatre pour pouvoir entrer dans la psychiatrisation, mais il y a encore une psychiatrisation de fait, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'hormonothérapie et aux chirurgies, pas forcément d'assignation, mais toutes les chirurgies, tous les soins de genre qui nécessitent une chirurgie.
Et du coup, ouais, c'est encore tout à fait insuffisant. C'est pour ça que nous, on existe en tant que thérapeute, c'est qu'on permet l'accès à énormément de ressources et même l'accès à certaines formes de soins de genre qui ne sont pas forcément proposées par les services médicaux d'État. Il y a aussi sur le territoire, c'est encore très inégal sur le territoire. On a beaucoup de déserts médicaux de France, donc avec des gens qui sont obligés de faire des centaines de kilomètres pour avoir accès à des soins de base. Et encore, je pense que ça ne touche pas exclusivement les populations trans. Je pense qu'il y a encore des difficultés d'accès aux soins sexuels pour les personnes homosexuelles. Je pense par exemple tout ce qui va être pour le dépistage, l'accès à la PMA, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont encore très inégales sur le territoire et qui sont encore très gatekeepées, pour ainsi dire. Et en ce qui concerne les personnes trans, oui, ce sont des problèmes fondamentaux. Après, là, vraiment, pour en parler des arts, parce que c'est vraiment le cœur de mon activité quotidienne. Et en tout cas, c'est pas tout rose et c'est pas comme on peut le voir parfois sur Internet ou à la télévision. On va se faire rembourser une chirurgie de réassignation sexuelle en un claquement de doigts. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Loin de là. Merci. Est-ce que les autres, vous avez des choses dont vous pourriez parler pour l'accompagnement et également pour finalement ces questions de sensibilisation aux plus jeunes sur ces questions-là? Alors, pour ma part, il y a évidemment le spectacle qu'on joue pour des jeunes ou moins jeunes, mais c'est pas la question. Et après, le spectacle peut être intéressant si il y a accompagnement. Parce que, enfin, tu vois, si tu lâches un truc comme ça et que rien, et que c'est pareil, si on travaille sur un temps long, tu ne peux pas changer une société, changer des mentalités. Enfin, voilà, notre société elle est fondée sur des principes judéo-chrétiens et on est sur la même chose depuis des milliers d'années maintenant. Si tu arrives, tu dis pas, je claque mon machin d'une heure, on fait un bord plateau après, bisous, j'ai fait mon taf. Mais non, au pire, on a traumatisé certains et on a rendu plus homophobes d'autres. Donc, c'est comment on peut aller en amont pour prévenir et voilà, travailler avec les enseignants aussi et avec les lycées, comme ça ils nous voient et ils voient que des personnes. Voilà. Leur proposer un projet où ne serait-ce que deux mecs torse nu qui dansent ensemble, déjà c'est un problème. Dans les bords plateaux, c'est deux danseurs torse nu, du coup deux hommes se touchent au bout de, je sais plus, une demi-heure de débat. Avant de partir, il y en a qui disent non, ben moi ça j'ai pas aimé, c'est pas possible, ça peut pas exister. Donc, en fait, il faut pas arrêter. Il faut pas arrêter de la base parce que c'est le vivier de demain dégueulasse. Et ensuite, il faut y retourner dans ces établissements. C'est genre 6 mois après, il y a les grandes vacances qui sont passées, il y a machin. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi vous vous souvenez? C'est quoi le problème? Il n'y a plus de problème. Et être à leur portée, discuter avec eux, et être humain, pas moralisateur, se foutre de leur gueule quand il y a besoin. Voilà, c'est très, très drôle. J'ai une image là tout de suite, tu as des gamins qui tu sens que ils sont bien inscrits au club de foot et avec la mentalité footballistique qu'on adore. Et en fait, c'est con, ils vous laissent écraser le pied, mais en se montant au-dessus de. Et les gars, vont bien, votre discours, ça ne fonctionne pas des masses. Là, on va commencer à se poser des questions. Ils étaient comme ça, avec les genoux les uns au-dessus des autres pendant un cercle. Et, et en fait, ils se sont vus. Ils ont vu qu'ils adoraient s'amuser ensemble et se toucher aussi. Et ben alors, il y a un problème ou il n'y a pas de problème? Ouais, non, non, mais c'est bon. On passe à la question suivante. Et du coup, on passe. Mais en fait, je pense que c'est hyper important d'être là en permanence et d'être avec eux. D'où l'intérêt dans le projet d'intégrer aussi des professionnels qui sont en lien avec ces jeunes-là et qu'il y ait des espaces de réflexion communs et que ça soit aussi des profs, des éducateurs de rue, peu importe, mais qui soient aussi
sensibiliser à cette question-là. Et c'est ça qu'on nous on a pensé. C'est important de lancer des messages, mais que les adultes sur le terrain puissent aussi les relayer. Merci à Et en lien avec les associations. Hein, non, mais j'ai oublié ça, c'est important. Merci du coup à toutes et tous. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot de fin avant de passer à quelques questions? Conclusion. Moi, j'ai envie de rejoindre ce que vous avez dit juste avant par rapport à la sensibilisation et à l'éducation. C'est vachement important que tu accordes c'était l'éducation nationale des jeunes et les professionnels. Mais plus que les institutions, il faut aussi apprendre en bon. C'est pas normal qu'on va cacher à son médecin, son psychiatre, qu'on est une personne LGBT, par exemple, parce qu'on a peur de subir encore plus de violence. On a fait une table ronde à ce sujet l'année dernière avec le Covid. Et ouais, en fait, pour moi, l'État est responsable de l'homophobie qui continue à être un gros problème. Je pense que lui également. Parce que si on forme correctement les personnes qui travaillent dans nos institutions, ouais, ben, Et je pense que justement, au-delà d'essayer de sensibiliser des jeunes qui ne sont pas forcément concernés par les questions queer, je pense que le plus important sur moi, c'est de créer un cadre sécurisant pour les personnes queer, justement pour favoriser leur épanouissement. Parce que, je pense à tous les jeunes comme moi et à beaucoup de jeunes avec lesquels je suis en contact dans le monde des activistes. Et oui, je pense que c'est des personnes qui ont besoin d'un cadre où elles se sentent en sécurité. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et plutôt que de s'adresser à des personnes cis ou hétérosexuelles ou des personnes ou transphobes, je pense que le plus important, c'est de parler déjà aux personnes qui le subissent et de pouvoir leur proposer une alternative pour rejoindre justement cette notion de communauté. Justement, c'est le cadre qu'on essaie de proposer à nos adeptes. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? On a des questions. Oui. Ouais. Merci à tous pour votre témoignage. Alors, je n'ai pas été présente du jour, donc pardon si ça a été évoqué. Je voulais savoir qu'aujourd'hui, dans les médias, on en voit de plus en plus de personnes qui assument leur identité et également leur sexualité. Et je voulais savoir finalement, tous ces gens qu'on voit dans les médias, si pour vous, ça peut vous faire défaut, ou à l'inverse, je pense aux jeunes qui vont subir des moqueries, qui vont être stigmatisés. Est-ce que, au contraire, d'avoir des modèles comme ça va les aider parfois se protéger, se construire? Est-ce que vous voyez finalement quelque chose de positif dans la médiatisation? Je pense que Drag Race, c'est vachement bien. Non, sérieusement, ça permet de voir sexualité alternative, des habitudes, des façons d'être qui sont différentes. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très positif, en tout cas. Mais après, ça dépend du dispositif. Je pense qu'un Drag Race, par exemple, ça fait beaucoup de bien aux jeunes qui le regardent, juste de pouvoir savoir qu'ils peuvent être flamboyants et avoir une sexualité différente, s'habiller de façon différente. C'est très, très bien. À côté de ça, on peut avoir aussi des représentations qui sont quand même plus peut-être stoïques. Je pense par exemple à Mariko, donc la première mère femme trans de France, qui a un discours qui en fait n'est pas là pour être elle-même, mais qui est là pour porter un discours politique, mais qui est complètement insuffisant selon la plupart des personnes trans, en fait. Et qui est d'ailleurs très mauvaise pour débattre, qui accorde énormément de points aux transphobes, car d'ailleurs, malheureusement, plus que la représentation des personnes trans, des personnes homosexuelles, on donne plus la parole aux personnes qui y sont opposées. Et donc, je sais par exemple que trouver la vérité, enfin, trouver une forme de vérité sur la transidentité, c'est faire parler une personne trans avec une transphobe. Et de fait, c'est pas une bonne façon de faire de la représentation en l'occurrence. Et je pense que justement, développer des espaces où cette représentation peut exister, je pense à en fait, les espaces dans lesquels les jeunes queers se sentent bien, c'est des espaces qui sont queer. C'est pas des espaces où il y a une représentation queer. Donc, en l'occurrence, le dispositif, avoir une personne trans contre une personne cis, ça sert à rien. Par contre, avoir des séries, des émissions, ou même des espaces sur Internet, où ça peut être des podcasts, peu importe, où ce sont des personnes queer qui parlent pour la communauté queer, ça, ce sont des espaces vraiment safe. Je pense à des choses comme, c'est assez problématique sur certains points, mais The L World, par exemple, c'est quelque chose qui a aidé énormément de lesbiennes à s'assumer, voire à des femmes trans de se rendre compte qu'elles étaient des femmes potentiellement lesbiennes. Je pense aussi à
les séries comme c'est les Commenters chez enfin, comme ça s'appelle Euphoria. Ouais. Euphoria, voilà, ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est tout un tas de choses qui parlent aux personnes queer. Et c'est de cette représentation-là dont on a besoin justement dans la normalité de l'existence queer. En fait, moi, je trouve qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise représentation. Parce qu'en fait, les personnes queer, on n'est pas trop on est des personnes comme les autres. Et voir des personnes, des rôles principaux, des rôles de méchants ou de méchantes tenus par les personnes queer, ça fait du bien aussi. Et des histoires qui ne sont pas non plus néo-dramatiques, parce qu'on en a marre de personnes qui sont mortes du suicide parce que LGBT, c'est bon. Aussi, bien. On peut parler d'autres choses, s'il vous plaît. Ouais, c'est quand même de la représentation, et c'est ça qui compte aussi. Mais effectivement, quand il y a une transformation en place, par exemple, c'est pas une bonne représentation du tout. Justement, pour moi, c'est d'être pas des queers pour des queers et ça n'a même pas besoin de parler spécifiquement de thématiques queer. Par exemple, le film le plus important de la communauté trans ces 10 dernières années, c'est Ice de TV Globe. Si vous l'avez pas vu, je le recommence, un film à 24 qui est sublime. Le mot trans n'est pas prononcé une seule fois et pourtant c'est un film sur l'expérience trans. Et il le montre tellement mieux que n'importe quoi que je pourrais vous dire ici. Enfin, voilà, ça c'est le genre de représentation qu'on apprécie. Pourquoi il n'y a pas de personnage à proprement parler aussi. Il y a une personne qui est pan, mais c'est tout. Mais à part ça, c'est un film qui parle de notre expérience et qui est très important pour notre identification. Désolé, j'ai encore pas. On va pas répondre à la question exactement, mais nous, ce qu'on a pu remarquer à la maison des Valiers dans les Ardennes, c'est que les jeunes en jeunes, niveau collège, on va dire, sont beaucoup plus clairs et beaucoup plus à l'aise avec les questions des genres que les plus âgés, qu'il y a quelques années. Donc, je posais la question d'où ça vient. Je ne pense pas que ça vienne de l'entourage familial qui a changé, mais je pense que c'est bien. Non, mais parce que je pense que ça met beaucoup plus longtemps à évoluer si on parle de ces hypothèses-là, et que c'est beaucoup plus ce qui puise dans les médias qui font que changer de genre n'est pas quelque chose, par exemple, hein, n'est pas quelque chose qui est complètement irreprésentable pour eux. Voilà. C'est juste un petit truc comme ça. Après, pour revenir un tout petit peu sur la représentation, c'est pas forcément afficher des personnages trans à l'écran, voilà, comme je disais, parler de l'expérience queer, parce que je pense que, par exemple, pour la communauté lesbienne, la communauté trans, Matrix, c'est plus important que le film Buzz l'éclair où il y a un couple lesbien, tu vois. Enfin, je pense que de plein de manières, enfin voilà, il y a représentation sur la représentation. Je vous demande ça, ça fait beaucoup de bruit la scène qu'on a vue dans l'ouverture. Jeux olympiques, j'imagine, avec des personnes comme ça de plein d'identités, ça fait beaucoup polémique. Donc je voulais savoir, est-ce que ce genre d'événement, ça vous dessert ou à l'inverse? Moi, j'applaudissais les deux mains. Alors, c'est de la possibilité. Pardon, j'étais avec ma copine, on regardait ça, on frère Junior, le pont des PD, il est incroyable. Dans la bouche, comme ça, c'est incroyable. Moi, j'ai adoré. Ça a bien servi à détourner le regard de tout ça. Mais c'est pas.